le plus puissant parrain du crime de cette ville. Et le bébé qui pleurait dans ses bras était son fils unique. Elle détestait tout ce qu'il représentait, mais elle ne pouvait pas le laisser mourir. Pas pour lui, mais pour cet enfant de 8 mois qui tremblait dans ses bras. Ses grands yeux bleus la fixaient comme si elle était de son monde entier. Sloane n'a pas réfléchi. Elle a couru. Ses vieilles bottes en cuir glissaient sur la neige épaisse et lourde. Elle dévalait la pente menant vers le lac Michigan. Le vent lui cinglait le visage comme des coups de couteau. Il charriait une odeur de fumée et d'essence brûlée. Les pleurs du bébé résonnaient encore quelque part devant. Faibles, mais suffisants pour la faire avancer à chaque passe difficile. La neige lui montait jusqu'aux genoux. Chaque enjambée était une bataille, mais Sloane ne s'est pas arrêtée. Elle s'était arrêtée une fois dans sa vie, et cela lui avait tout coûté. Elle ne s'arrêterait plus. Le 4x4 noir gisait incliné au bas du talus, comme une bête mourante. De la fumée s'échappait dessous le capot. Elle se mêlait à la tempête blanche, la transformant en un brouillard toxique. Les vitres étaient brisées, des éclats de verre jonchaient la neige. Ils scintillaient sous les flammes qui commençaient à lécher l'avant du véhicule. Sloane a glissé sur les dernières mains, est tombé, s'est relevé, puis s'est jeté vers la voiture. Les pleurs étaient plus forts maintenant. Elle a regardé sur la banquette arrière, et son cœur a semblé s'arrêter un instant. Un bébé. Un tout petit bébé attaché dans un siège auto gris. Son visage était rouge, des larmes coulaient sur ses joues. Ses yeux bleus étaient grands ouverts de peur et de confusion. Elle n'a pas réfléchi, elle a agi. Ses mains ont tiré sur la portière, mais elle était coincée. Elle a frappé le cadre du poing, a tiré à nouveau, a frappé encore. Le feu se propageait. Elle entendait le crépitement sec venant du moteur. Il ne restait plus de temps. Sloane a attrapé une grosse pierre à ses pieds et l'a fracassée contre la vitre restante jusqu'à ce que le verre éclate. Elle a passé le bras à l'intérieur et a appuyé sur le bouton de déverrouillage du siège auto, puis a sorti le bébé et le siège en même temps. Le bébé a poussé un cri perçant quand l'air glacial l'a enveloppé. Sloane a serré l'enfant contre sa poitrine, enroulant son vieux manteau de laine autour du petit corps tremblant. Elle a murmuré des mots sans signification, de petits sons doux pour l'apaiser, même si elle savait qu'il ne pouvait pas comprendre. Puis elle a regardé vers le siège avant. Un homme. Sa tête était tombée en avant. Du sang coulait d'une blessure sur son front jusqu'à sa pommette. Sa chemise blanche était devenue d'un rouge sombre et trempée sur son abdomen. Inconscient ou mort. Sloane a posé le bébé dans la neige, assez loin du véhicule, puis s'est retournée. Elle ne savait pas ce qui était cet homme. Elle s'en fichait. Elle savait seulement qu'elle ne pouvait pas laisser quelqu'un mourir devant elle. Pas encore une fois. Elle a passé le bras par la vitre brisée et a cherché son pouls dans son cou. Faible, mais toujours là. Elle a ouvert la portière en tirant sur la poignée de l'intérieur, puis a commencé à le traîner dehors. Il était lourd, plus lourd que tout ce qu'elle avait jamais essayé de tirer. Son corps semblait être une plaque de pierre. La neige sous ses pieds était si glissante que chaque pas en arrière était un supplice. Le feu se propageait plus vite maintenant. Elle entendait l'essence fuir, entendait le métal gémir sous la chaleur. Elle a tiré, est tombée, s'est relevée, a tiré encore, mètre par mètre, mètre par mètre. Ce n'est que lorsque ses poumons lui ont semblé en feu et que ses mains sont devenues complètement engourdies par le froid qu'elle l'a finalement laissé tomber à côté du bébé. Puis elle s'est retournée pour regarder le véhicule, et il a explosé. Les flammes ont jailli avec une force sauvage. Elles ont déchiré la nuit et projeté de la lumière sur la vaste étendue de neige blanche tout autour d'eux. Le souffle de l'explosion a projeté Sloane en arrière sur le sol. Elle est restée là, le souffle court, fixant le ciel noirci au-dessus d'elle. Les pleurs du bébé ont percé le hurlement du vent. Elle a tourné la tête sur le côté. Elle a vu que l'enfant était toujours dans son siège auto, toujours enveloppé dans son manteau, toujours en train de pleurer. Vivants, ils étaient tous les deux encore en vie. Lentement, Sloane s'est redressée, a pris le bébé dans ses bras et l'a serré fort contre elle. Elle a regardé l'homme inconscient à côté d'elle, son sang continuant à imbiber sa chemise. Elle ne savait pas qui il était. Elle ne savait pas pourquoi quelqu'un voulait sa mort et celle de ce bébé. Elle savait seulement qu'elle venait de les arracher à l'enfer. Et maintenant, elle devait trouver un moyen de les garder en vie. Si vous aimez les histoires qui touchent le cœur, s'il vous plaît, appuyez sur j'aime pour nous soutenir.
N'oubliez pas de partager cette vidéo avec les gens que vous aimez et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Sloane l'a compris au moment où elle a posé sa main sur son front. Elle a senti la chaleur brûlante à travers sa peau. Son corps luttait contre une infection. Et elle n'avait ni antibiotiques ni médicaments contre la fièvre. Rien, sauf de l'eau propre et des bandes de tissu humide. Elle a déchiré une vieille chemise en petits morceaux, les a trempées dans de l'eau froide, puis les a posées sur son front et son cou. Toutes les quelques minutes, elle les remplaçait par des neufs. La sueur coulait de chaque pore de son corps, trempant la couverture sous lui. Il gémissait dans son délire, murmurant parfois des mots qu'elle ne pouvait pas distinguer. Elle lui faisait boire de l'eau avec une cuillère, une petite gorgée à la fois. Elle attendait patiemment qu'il avale avant de lui en donner plus. La plupart de l'eau coulait du coin de sa bouche, mais une partie entrait. C'était suffisant. Ça devait être suffisant. Puis le bébé a pleuré. Le son a tranché la concentration de Sloane comme une lame. Ce n'étaient pas les pleurs effrayés d'avant. C'était un cri exigeant, le cri d'un enfant qui a faim. Elle s'est tournée vers la caisse en bois où il était couché. Ses yeux bleus la fixaient, pleins d'accusations et de désespoir, comme s'il ne comprenait pas pourquoi elle ne le nourrissait pas. Sloane s'est levé et a commencé à fouiller la minuscule cabane. Placards de cuisine, tiroirs, paniers de rangement. Il n'y avait rien de convenable pour un bébé de 8 mois. Elle avait du riz, des haricots secs, un peu de viande salée et des légumes en conserve. De la nourriture pour une femme vivant seule, pas pour un nourrisson. Le bébé a pleuré plus fort. Ses gémissements ont rempli la petite pièce. Ils se sont mêlés au vent hurlant dehors jusqu'à ce que tout l'endroit semble englouti par le chaos. Sloane se tenait au milieu de la pièce, une main agrippée au placard, se forçant à réfléchir. Puis elle s'est souvenue. La chèvre. Elle avait une chèvre dans la petite remise derrière la cabane. Elle la gardait pour son lait, pour faire du savon. C'était l'une des choses qu'elle vendait en ligne pour survivre. Elle n'avait jamais pensé à utiliser ce lait pour une personne, mais ce n'était pas le moment de faire la difficile. Elle a enfilé le manteau le plus épais qu'elle possédait, bien qu'il soit encore humide de sa dernière sortie. Elle a regardé le bébé en pleurs et regardé l'homme fiévreux, puis a ouvert la porte et est sortie. La tempête ne s'était toujours pas arrêtée. Le vent la frappait comme des coups, et la neige était si épaisse qu'elle pouvait à peine voir devant elle. La remise de la chèvre n'était qu'à environ 10 mètres de la cabane. Mais ces 10 mètres lui ont semblé aussi longs qu'un siècle. Elle a trébuché et est tombée 2 fois avant d'atteindre la porte en bois branlante. À l'intérieur de la remise, il faisait plus sombre et un peu plus chaud que dehors. La chèvre a bêlé en la voyant, peut-être effrayée par la tempête. Sloane s'est agenouillé à côté d'elle, a placé le petit seau sous son ventre et a commencé à la traire. Ses mains étaient si engourdies par le froid qu'elle ne sentait presque plus rien. Mais elle a continué. Du lait, du lait, du lait, jusqu'à ce que le seau soit rempli au tiers. C'était suffisant. Ça devait être suffisant. Elle est retournée en courant à la cabane, protégeant le seau avec le bord de son manteau pour que la neige ne tombe pas dedans. Quand elle a franchi la porte, les pleurs du bébé étaient devenus rauques et épuisés. Il ne pleurait plus fort, il ne faisait que gémir faiblement, comme s'il avait abandonné. Sloane a posé le seau sur le poêle, a versé le lait dans une petite casserole et l'a réchauffé à feu doux. Elle l'a dilué avec un peu d'eau tiède, puis l'a versé dans un biberon en plastique propre qu'elle a trouvé dans un tiroir. Elle a testé la température en laissant tomber quelques gouttes sur le dos de sa main. Juste assez chaud. Elle a pris le bébé dans ses bras, l'a installé sur ses genoux et a porté le biberon à sa bouche. Il a hésité une seconde, ses yeux bleus la regardant avec méfiance. Puis l'instinct l'a emporté. Il s'est agrippé à la tétine et a commencé à boire, lentement, par petites gorgées, comme s'il avait peur que le lait disparaisse s'il buvait trop vite. Sloane l'a regardé. Elle a vu ses yeux se fermer lentement de satiété et d'épuisement. Elle a vu sa petite main s'enrouler inconsciemment autour de son doigt, et elle a senti son cœur se serrer. Un sentiment qu'elle avait oublié depuis longtemps. Un sentiment qu'elle croyait mort avec l'homme qu'elle aimait 2 ans plus tôt. Le bébé s'est endormi dans ses bras, le biberon encore à moitié plein. Elle l'a doucement recouché dans la caisse en bois, a mis une autre couverture sur lui, puis s'est tournée vers l'homme. Il était toujours fiévreux, mais cela semblait un peu mieux qu'avant.
Elle a changé le linge humide sur son front, lui a fait boire quelques cuillerées d'eau de plus, puis s'est affalée sur le sol entre eux deux. Dehors, la tempête hurlait toujours. À l'intérieur, il n'y avait que le crépitement du feu dans le poêle, la respiration régulière du bébé et les respirations lourdes et difficiles de l'homme. Sloane voulait dormir. Chaque cellule de son corps réclamait du repos, mais elle n'osait pas. Si elle dormait, qui vérifierait s'il respirait encore? Qui nourrirait le bébé quand il aurait faim? Qui entretiendrait le feu pour qu'il ne meure pas de froid tous les trois? Elle a regardé le bébé endormi, sa petite main agrippant toujours un coin de la couverture. Elle a regardé l'homme inconscient, sa poitrine se soulevant et s'abaissant toujours à un rythme régulier. Deux parfaits inconnus. Deux vies qu'elle n'avait jamais connues avant ce soir. Mais maintenant, ils étaient sa responsabilité. Cette nuit a duré aussi longtemps qu'une vie entière, mais Sloane ne s'est pas arrêtée. Elle ne pouvait pas. Pas maintenant. Le troisième jour, la fièvre de l'homme est enfin tombée. Sloane l'a réalisé ce matin-là. Elle a posé sa main sur son front et n'a plus senti la chaleur torride qu'il avait consumée 2 jours plus tôt. Elle était restée éveillée presque toute la nuit, ne dormant que quelques heures chaque fois que le bébé s'endormait. Dehors, la tempête s'était calmée. Elle ne hurlait plus avec la folie de la première nuit. Mais la neige tombait toujours en un rideau continu, et le vent était encore assez fort pour faire trembler doucement la petite cabane à chaque rafale. Elle donnait à Weston son biberon de lait de chèvre du matin quand elle a entendu un bruit derrière elle. Un gémissement, puis une respiration saccadée, puis un cri rauque qui a déchiré le silence. Weston. L'homme s'est redressé brusquement comme s'il sortait d'un cauchemar. Ses yeux se sont ouverts, sauvages et sans focus, balayant la pièce sans vraiment rien voir. Il a essayé de s'asseoir et a immédiatement gémi de douleur. Une main s'est agrippée à sa blessure à l'abdomen, mais même cela ne l'a pas empêché de continuer à se débattre. « Weston !» a-t-il crié à nouveau, sa voix rude après des jours de silence. « Où est mon fils ?» Sloane s'est levée, le bébé dans les bras, et s'est placée devant lui. Elle n'a rien dit. Elle s'est simplement agenouillée pour qu'il puisse voir l'enfant en sécurité contre elle. Weston a arrêté de boire et a levé ses yeux bleus clairs vers l'homme comme s'il reconnaissait exactement qui il était. L'homme a regardé son fils, et Sloane a vu tout son corps sembler s'effondrer sur lui-même. La panique dans ses yeux a disparu, remplacée par quelque chose de plus doux, de bien plus fragile. Sa main tremblante s'est levée et a touché la joue du bébé, comme s'il avait peur que l'enfant disparaisse s'il appuyait trop fort. Ses yeux ont rougi, mais aucune larme n'est tombée. « En sécurité. » a dit Sloane, sa voix calme. « Vous êtes toutes les deux en sécurité. » L'homme a levé les yeux vers elle, et la douceur de son visage a aussitôt disparu. Elle a été remplacée par la prudence, la méfiance, la lassitude de quelqu'un qui a passé trop d'années à ne faire confiance à personne. « Qui êtes-vous » a-t-il demandé, sa voix froide. « Où sommes-nous » ? « Je suis celle qui vous a sorti de cette voiture en feu il y a 3 jours. » a répondu Sloane sans la moindre hésitation. « Et ici, c'est chez moi. Vous êtes sur la rive du lac Michigan et environ 2 heures au nord de Chicago. » Les yeux de l'homme ont parcouru la petite cabane. Ils ont balayé les vieux murs en bois, le feu dans le poêle, les vêtements humides séchant sur la corde. Puis il l'a regardé à nouveau, et la méfiance dans son expression n'avait pas du tout disparu. « Pourquoi? Pourquoi nous avez-vous sauvés? »« Parce que j'ai entendu le bébé pleurer, » a dit Sloane, « et je n'ai pas l'habitude de laisser des enfants mourir dans la neige. » L'homme est resté silencieux un instant, comme s'il se demandait s'il devait la croire ou non. Puis il a essayé de se lever. Une fois de plus, il a gémi de douleur. Une fois de plus, la blessure à son abdomen l'a fait se plier en deux. Mais il a continué d'essayer, une main agrippée aux côtés de la chaise pour se hisser. « Vous ne devriez pas faire ça, » dit Sloane, sans faire un geste pour l'aider. « La blessure n'a pas guéri. Vous allez la rouvrir. » Il n'a pas écouté, ou peut-être ne voulait-il pas écouter. Il a continué à se forcer à se redresser, et quand il était presque debout, ses jambes ont cédé. Il a basculé en avant, et Sloane s'est écarté, le laissant heurter le sol avec un bruit sourd. « Je vous l'avais dit, » a-t-elle dit, sa voix ne contenant aucune trace de pitié. L'homme gisait là, respirant difficilement, la fixant avec une expression pleine de colère et d'impuissance. Mais il n'a rien dit. Peut-être parce qu'il savait qu'elle avait raison.
peut-être parce qu'il était trop épuisé pour discuter. Quelques minutes plus tard, il s'est rendormi sur le sol. Sloan a soupiré, a couché Weston dans la caisse en bois, puis a traîné l'homme là où il se reposait. Il n'était pas plus léger que la première nuit, mais au moins maintenant, elle n'avait pas à le traîner dans la neige. Une fois cela fait, elle a commencé à nettoyer les vêtements imbibés de sang qu'elle avait découpés de son corps la première nuit. La chemise blanche n'était plus blanche. Le manteau en cuir coûteux était déchiré à plusieurs endroits. Elle s'apprêtait à tout jeter dans un coin pour le brûler plus tard, mais quand elle a retourné le manteau, quelque chose a glissé de la poche intérieure. Un portefeuille, un téléphone à l'écran brisé et une petite photographie, froissée et humide sur les bords. Sloan a ramassé la photographie avec l'intention de la mettre de côté, mais ensuite elle l'a regardée et sa main s'est immobilisée. Sur la photo, il y avait une jeune femme aux cheveux blonds dorés et au sourire radieux. Elle tenait un nouveau-né, minuscule et rose, les yeux fermés par le sommeil. Le bébé sur la photo était Weston. Sloan l'a reconnu instantanément à ses yeux bleus et ses cheveux sombres. Mais la femme sur la photo était quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu. Elle a retourné la photo. Au dos, il y avait une note manuscrite d'une écriture douce et féminine. Meredith et Weston, premier jour. Sloan a fixé ces mots plus longtemps que nécessaire. Meredith, la mère du bébé. Mais elle n'était pas là. Elle n'avait pas été dans la voiture. Elle n'était nulle part. Sloan a regardé Weston, couché tranquillement dans la caisse en bois, ses yeux bleus tournés vers le plafond. Puis elle a regardé l'homme endormi, dont le visage, même dans le sommeil, portait une sorte de douleur qu'elle ne connaissait que trop bien. Elle n'avait besoin de personne pour le lui expliquer. Elle savait. La femme sur la photo était partie. Elle le savait parce qu'elle aussi, un jour, avait fixé des photos comme celle-là. Des photos de quelqu'un de perdu. Des photos qu'elle avait gardées même si elle savait que les regarder ne ferait qu'aggraver la douleur. Sloan a posé la photo à côté de l'homme, juste à côté de sa main, pour que ce soit la première chose qu'il voit à son réveil. Elle ne savait pas qui il était. Elle ne savait pas pourquoi quelqu'un voulait sa mort. Elle ne connaissait pas son histoire. Mais elle savait une chose. Qui qu'il soit, elle avait perdu quelqu'un lui aussi, tout comme elle. Le 5e jour, la tempête s'est enfin arrêtée. Sloan s'est réveillé ce matin-là et a remarqué le silence étrange à l'extérieur. Plus de vent hurlant, plus de neige s'abattant contre des fenêtres. Seulement le silence étouffant d'un monde enseveli sous le blanc. Elle s'est tenue près de la fenêtre et a regardé dehors. La neige était si épaisse qu'elle ne voyait plus le sentier étroit qui montait la colline. Ils étaient toujours coupés du monde, mais au moins la tempête était terminée. L'homme était beaucoup plus fort maintenant. Il pouvait s'asseoir sans gémir, boire de l'eau tout seul et manger la bouillie claire qu'elle lui préparait. La blessure à son abdomen guérissait, bien que lentement. L'entaille sur son front avait formé une croûte. Il parlait très peu, passant la plupart de son temps à regarder son fils avec une expression que Sloan ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Douleur, soulagement, peur, tout cela était entremêlé. Ce matin-là, alors qu'il dormait et que Weston dormait aussi, Sloan a décidé de nettoyer le tas de choses qu'elle avait laissées dans le coin depuis la première nuit. Le manteau de cuir déchiré, la chemise raidie par le sang séché. Elle avait l'intention de les sortir et de les brûler, mais avant de le faire, elle a vérifié les poches une dernière fois pour s'assurer que rien n'avait été oublié. Sa main a touché quelque chose de froid et de lourd dans la poche intérieure du manteau. Elle l'a sorti. Un pistolet, noir, compact, mortel. Son cœur a raté un battement. Elle est restée là, l'arme à la main, sentant son poids de la tirer vers le bas comme une malédiction. Elle l'avait su. Une partie d'elle l'avait su dès la première nuit, quand elle avait vu le 4x4 noir brillant, quand elle avait vu sa façon de s'habiller, quand elle avait senti le danger qui semblait s'accrocher à lui-même pendant qu'il était inconscient. Mais elle avait choisi de ne pas y penser. Elle avait choisi de se concentrer sur le fait de les garder en vie. Maintenant, elle ne pouvait plus choisir. Elle a posé le pistolet sur la table, puis s'est tournée pour regarder l'homme endormi. Elle avait, après un raclement de gorge, coupé sa manche la première nuit pour vérifier ses blessures. Et pour la première fois, elle a regardé attentivement son poignet. Un tatouage petit, complexe, un symbole qu'elle a reconnu immédiatement. Elle l'avait vu dans des dossiers de police. Elle l'avait vu sur des photos que son fiancé ramenait à la maison. Elle l'avait vu dans ses cauchemars depuis 2 ans. La marque de la famille Ashford,
l'une des plus puissantes familles mafieuses de Chicago. Sloan est restée là, ayant l'impression que quelqu'un venait de lui verser un seau d'eau glacée sur la tête. Elle avait sauvé un mafieux. Elle avait fait entrer un mafieux dans sa maison. Elle avait soigné un mafieux pendant 5 jours comme s'il était innocent. Le cri de Weston avait interrompu ses pensées. Elle s'est retournée et a regardé le bébé couché dans la caisse en bois, ses yeux bleus fixés sur elle avec une pure innocence. Le bébé n'était pas coupable. Le bébé n'était qu'un enfant de 8 mois qui ne savait rien du monde de son père. Mais son père était différent. Elle est allée vers Weston, l'a pris dans ses bras et lui a donné un biberon pour qu'il se calme. Puis elle s'est assise sur la chaise en face de l'homme, le pistolet posé sur la table entre eux, et a attendu. Il s'est réveillé environ 1 heure plus tard. Ses yeux se sont ouverts et l'ont trouvé d'abord, puis le pistolet sur la table. Il n'a pas paniqué. Il n'a pas essayé de le prendre. Il l'a seulement regardé, puis l'a regardé à nouveau. Son regard est devenu vif et froid. « Qui êtes-vous » a demandé Sloan, sa voix glaciale. L'homme est resté silencieux un long moment, puis il a soupiré. « Vous le savez déjà » a-t-il dit, sa voix rauque mais calme. « Sinon, vous n'auriez pas mis le pistolet là. »« Je veux vous entendre le dire. » Il l'a regardée comme s'il se demandait si elle méritait la vérité. Puis il a parlé. Jude Ashford, chef de la famille Ashford. Sloan n'a pas été surprise. Elle le savait déjà, mais l'entendre l'admettre lui a quand même fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. « Pourquoi quelqu'un veut-il vous tuer » a-t-elle demandé. « Parce que j'ai ce qu'ils veulent » a répondu Jude. « Le pouvoir, l'argent et le garçon. »« Qui ?»« Quelqu'un au sein de l'organisation » a dit Jude, baissant les yeux, sa voix devenant plus sombre. « Quelqu'un en qui j'avais plus confiance que quiconque. Un mafieux qui tue un mafieux. » Sloan a laissé échapper un rire amer, un son sans aucune joie. « Je ne suis pas surprise. Vous êtes tous les mêmes. Vous vous entretuez pour de l'argent. Vous vous entretuez pour le pouvoir. Et quand vous vous entretuez, des innocents meurent avec vous. » Jude l'a regardé. Ses yeux se sont aiguisés. « Vous parlez comme si vous connaissiez très bien mon monde. J'en sais assez, » a dit Sloan. Et maintenant, sa voix a commencé à trembler. Pas de peur, mais de colère. « J'en sais assez pour vous haïr tous. » Jude n'a rien dit. Il l'a seulement observé, attendant. Et ce silence, cette patience, comme s'il lui laissait l'espace pour dire ce qu'elle avait gardé enfoui en elle pendant 2 ans, a fait éclater quelque chose en elle. Il y a 2 ans, a-t-elle commencé, sa voix se brisant. Mon fiancé Esmond, il était policier. Il enquêtait sur un réseau de contrebande lié à l'une de vos familles. Il y a eu une fusillade. Il a été abattu. Il est seconde avant l'arrivée de l'ambulance. Elle s'est arrêtée et a pris une profonde inspiration. Sa main a serré le bras de la chaise si fort que ses jointures sont devenues blanches. « Je suis infirmière », a-t-elle poursuivi. « J'ai été appelée aux urgences cette nuit-là, et l'homme allongé sur la table d'opération, c'était lui. L'homme que j'allais épouser, c'était lui. Je l'ai vu mourir. Je n'ai pas pu le sauver. » Jude est resté silencieux. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Aucune affirmation que ce n'était pas sa faute. Je ne sais pas quelle famille était derrière ça. A continué Sloan, sa voix froide comme de l'acier gelé. Et je m'en fiche. Pour moi, vous êtes tous les mêmes. Vous êtes tous des tueurs. Vous avez tous du sang sur les mains. Et maintenant, je découvre que j'ai sauvé l'un d'entre vous. J'ai fait entrer l'un d'entre vous dans ma maison. Je me suis occupé de vous comme si vous méritiez d'être sauvé. Le silence s'est étiré entre eux. Weston dormait profondément dans les bras de Sloan, ne sachant rien de la tempête qui faisait rage juste au-dessus de sa tête. Finalement, Jude a parlé. « Je n'ai pas tué votre fiancé, » a-t-il dit, sa voix basse et claire. « Et je ne m'attends pas à ce que vous me croyiez, mais je comprends pourquoi vous me détestez. Vous avez toutes les raisons de le faire. » Sloan n'a rien dit. Elle l'a seulement regardé. Elle regardait dans ses yeux bleus profonds remplis de cicatrices invisibles. Et pour la première fois, elle l'a vraiment vu. Pas comme un chef de la mafia, pas comme un meurtrier, seulement comme un homme essayant de fuir avec son fils, portant une photo de sa femme décédée, prêt à mourir pour protéger son unique enfant. Pour la première fois, ils se sont vus. Non pas comme des étrangers, mais comme 2 personnes portant des blessures qui ne guériraient jamais complètement. 2 jours après cette confrontation, la petite cabane est tombée dans une sorte de silence étrange. Non pas le silence tendu d'étrangers forcés de partager le même espace,
Mais le silence de deux personnes qui avaient déjà vu les blessures de l'autre et ne savaient plus quoi dire. Sloane s'occupait toujours de Jude, changeait toujours ses bandages chaque jour, cuisinait toujours de la bouillie et le forçait à manger. Mais elle ne le regardait plus dans les yeux. Elle faisait tout comme une machine, rapide, efficace et détachée. Puis elle se détournait comme si sa présence la brûlait. Jude n'essayait pas non plus d'entamer la conversation. Il passait la plupart de son temps assis en silence, regardant son fils avec une expression que Sloane ne pouvait pas lire. Parfois, elle le surprenait en train de la regarder. Mais chaque fois que leurs regards se croisaient, ils détournaient tous les deux les yeux. Jude était devenu beaucoup plus fort. Il pouvait s'asseoir sans aide. Il pouvait se déplacer lentement dans la petite pièce, même s'il devait encore s'appuyer contre le mur chaque fois que la blessure à son abdomen le faisait souffrir. Son corps se remettait à un rythme surprenant, comme s'il s'était habitué à être blessé et à se guérir lui-même. Mais ce qui a le plus changé au cours de ces 2 jours, ce n'était pas Jude, c'était Weston. Le bébé avait commencé à s'accrocher à Sloane d'une manière qu'il n'avait jamais fait avec personne auparavant. Chaque fois qu'elle le posait, il pleurait. Chaque fois qu'elle disparaissait de sa vue, il hurlait. Chaque fois qu'elle revenait, il tendait les bras vers elle. Ses yeux bleus s'illuminaient comme si elle était le soleil. Sloane ne comprenait pas pourquoi. Elle n'était pas sa mère, elle n'était que la personne qui se trouvait là quand il avait besoin d'être sauvé. Mais Weston se moquait de la logique. Pour lui, Sloane était celle qui l'avait tenu dans ses bras pendant la tempête, celle qui l'avait nourri quand il avait faim, celle qui l'avait endormi avec de maladroites petites berceuses. Pour Weston, Sloane était tout. Jude a tout observé en silence. Sloane savait qu'il regardait. Elle pouvait sentir son regard chaque fois qu'elle prenait Weston dans ses bras, chaque fois qu'elle le nourrissait, chaque fois qu'elle le calmait quand il pleurait. Il ne disait jamais rien, mais elle voyait quelque chose dans ses yeux chaque fois qu'ils les regardaient ensemble, de la douleur, de la gratitude et autre chose qu'elle n'osait pas nommer. L'après-midi du 7e jour, Sloane était assise près de la fenêtre, nourrissant Weston. Une rare lueur de soleil d'hiver filtrait à travers la vitre givrée, tombant sur les cheveux sombres et les joues rondes du bébé. Weston buvait lentement, ses yeux bleus fixés sur son visage sans ciller. Elle l'a regardé, et pour la première fois depuis plusieurs jours, elle s'est autorisée à sourire. Un petit sourire, presque inconscient. Puis Weston a arrêté de boire. Sa bouche a bougé, et il a fait un son. « Maman ». Sloane s'est figée. « Maman », a répété Weston, plus clairement cette fois, comme s'il essayait de toutes ses forces de le dire correctement. Puis il a souri. Un sourire éclatant, ensoleillé, et a tendu les 2 mains vers son visage. « Maman ». Le biberon a glissé des mains de Sloane. Elle est restée assise, incapable de respirer, fixant le bébé qui lui souriait comme si elle était son monde entier. Ses mains tremblaient, ses lèvres tremblaient, ses yeux ont commencé à brûler, bien qu'elle se soit jurée de ne plus jamais pleurer. « Maman », a répété Weston, comme s'il ne comprenait pas pourquoi elle ne lui répondait pas. Sloane a entendu des pas derrière elle. Elle s'est retournée et a vu Jude debout dans l'embrasure de la porte, une main appuyée contre le cadre pour garder l'équilibre. Ses yeux se sont écarquillés en regardant son fils, puis elle. Il n'y avait pas de jalousie dans ce regard, pas de douleur, seulement quelque chose que Sloane ne pouvait pas nommer. Quelque chose de si doux et fragile qu'elle a dû se détourner. Elle a posé Weston dans la caisse en bois si rapidement que c'en était presque brutal. Puis elle s'est levée et passée devant Jude, a poussé la porte et est sortie. Le vent froid lui a frappé le visage comme une gifle. La neige recouvrait encore tout, mais la tempête était passée, et l'air était si pur que ça faisait mal. Elle se tenait sur les marches de la cabane, respirant profondément, essayant de calmer la vague d'émotions qui montait dans sa poitrine. Elle a entendu la porte s'ouvrir derrière elle, des pas lents. Puis Jude s'est tenu à côté d'elle, pas trop près, mais pas trop loin non plus. Il n'a rien dit au début. Il est juste resté là, regardant le lac gelé au loin. « Je ne suis pas sa mère », a dit Sloane, sa voix se brisant. Elle ne l'a pas regardé. Elle n'osait pas. « Je ne peux pas être sa mère. Je suis juste quelqu'un qui se trouvait là. Je n'ai pas le droit de le laisser m'appeler comme ça. » Le silence s'est étiré entre eux. Le vent soufflait doucement. La neige tombait des branches des arbres. Puis Jude a parlé. « Tu l'as sorti d'une voiture en feu, a-t-il dit, sa voix basse et délibérée.
Tu l'as tenu dans tes bras pendant la tempête. Tu es sorti dans la neige glaciale pour traire une chèvre pour lui. Tu es resté éveillé toute la nuit pour t'assurer qu'il respirait encore. Sloane ne s'est toujours pas retournée. Elle sentait l'humidité dans ses yeux et elle détestait ça, détestait cette faiblesse. Tu l'as nourri quand il avait faim, a poursuivi Jude. Tu lui as chanté des berceuses quand il avait peur. Tu es resté à ses côtés pendant 7 jours alors que son propre père était inconscient et ne pouvait rien faire. Il a fait une pause et quand il a repris la parole, sa voix était plus douce. Pour Weston, tu n'es pas une étrangère. Pour Weston, tu es la personne la plus importante au monde. Tu es celle en qui il a confiance. Tu es celle qu'il aime. Tu n'es peut-être pas sa mère biologique, mais pour mon fils, tu es tout. Sloane se tenait là, le dos tourné vers lui, les épaules tremblant légèrement. Elle n'a pas pleuré. Elle s'était promis de ne plus pleurer. Mais quelque chose à l'intérieur de sa poitrine se brisait, morceau par morceau, comme la glace sur le lac sous la première lumière du printemps. Pas de douleur, mais parce que pour la première fois en 2 ans, quelqu'un avait besoin d'elle, vraiment besoin d'elle. Elle s'est retournée et passée devant Jude sans un mot et a de nouveau poussé la porte. Weston était toujours couché dans la caisse en bois, ses yeux bleus fixés au plafond. Quand il l'a vue, il a souri et a tendu les bras. Maman. Sloane est allée vers lui et est tombée à genoux et l'a pris dans ses bras. Elle l'a serré si fort que c'était presque comme si elle avait peur de lui faire mal. Le bébé n'a pas pleuré. Il s'est simplement blotti dans ses bras, sa tête reposant contre sa poitrine, sa respiration régulière et calme. Elle n'a pas pleuré. Mais en tenant cet enfant, elle a su qu'elle ne pourrait jamais l'abandonner. Jamais. La nuit du 8e jour, la cabane était ensevelie dans l'obscurité et dans la respiration régulière de ceux qui dormaient à l'intérieur. Le feu dans le poêle s'était affaibli, ne laissant que de faibles braises rouges vaciller dans la grille. Sloane était assise, le dos contre le côté de la caisse en bois où dormait Weston. Sa tête était baissée, ses yeux à moitié clos. Elle n'avait pas bien dormi depuis plus d'1 semaine et son corps réclamait son dû. Mais même dans ce sommeil léger et interrompu, les instincts de quelqu'un habitué depuis longtemps à vivre seul ne cessaient de veiller. Un son petit, presque trop faible pour être entendu, mais suffisant pour l'attirer de son sommeil. Les yeux de Sloane se sont ouverts d'un coup. Elle est restée immobile, ses oreilles étendues dans le silence. Le vent qui soufflait sur le toit, le léger clapotis des vagues contre la coque, et autre chose, des pas dans la neige. Léger, prudent, comme si quelqu'un essayait de ne pas faire de bruit. Elle a tourné la tête et a vu que Jude était réveillé. Il se tenait près de la fenêtre, le dos contre le mur, un pistolet à la main. La pâle lumière de la lune filtrait à travers la vitre gelée, dessinant les traits durs de son visage dans l'ombre. Ses yeux bleus profonds étaient vifs et alertes, sans aucune trace de fièvre ou de faiblesse. Leurs regards se sont croisés. Aucun d'eux n'a parlé. Ils n'en avaient pas besoin. Sloane a compris tout de suite. Jude a levé un doigt sur ses lèvres, signalant le silence. Puis il a montré Weston, puis elle. Sa signification était claire. Elle devait rester ici, protéger le bébé. Il irait vérifier. Sloane a secoué la tête. Elle s'est levée silencieusement et s'est approchée de lui. Son murmure était bas mais ferme. Vous tenez à peine debout depuis 2 jours. Laissez-moi y aller. Jude l'a regardé, la surprise dans les yeux et autre chose encore. Mais il n'a pas eu le temps de discuter. Le bruit extérieur est revenu. Plus proche cette fois. Sloane s'est tournée vers le poêle et a pris le couperet qu'elle utilisait pour fendre le bois. Avec son poids dans sa main, il semblait solide et réel. Elle ne savait pas se servir d'un pistolet. Mais elle savait se servir d'une lame. Elle savait se défendre. 2 ans de vie seule lui avaient appris que cela. Jude s'est dirigé vers la porte, chaque pas aussi silencieux que celui d'un chat, même si son corps n'était pas encore complètement guéri. Sloane se tenait derrière la porte, le dos contre le mur, le couperet levé près de son épaule. Weston dormait toujours profondément dans la caisse en bois, ignorant la tension qui s'abattait sur la pièce. Le cœur de Sloane battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Jude a ouvert la porte. Le silence est devenu étouffant. Il est sorti, sa grande silhouette disparaissant dans l'obscurité. Sloane est resté là, comptant chaque seconde.
1, 2, 3, 10, 30, 1 minute, 2 minutes. Elle ne pouvait pas respirer. Elle n'osait pas respirer. Sa prise sur le couperet s'est resserrée jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Ses yeux n'ont jamais quitté la porte ouverte. Quiconque franchirait ce seuil sans être Jude recevrait une lame. Elle avait déjà assez perdu. Elle ne perdrait personne d'autre. Puis Jude est revenu. Il a franchi la porte. Le pistolet toujours à la main, mais baissé maintenant. Son visage était tendu, mais il n'y avait aucun signe de danger immédiat. Personne, a-t-il dit doucement. Ça aurait pu être un animal sauvage, un ours ou un cerf. Ils descendent près du lac en hiver. Sloane a soupiré, mais elle n'a pas baissé le couperet. Elle ne croyait pas que c'était un animal. Ses instincts lui disaient le contraire, mais elle n'avait aucune preuve. Et Jude semblait certain, alors elle n'a rien dit. Ils ont refermé la porte et ont mis le verrou. Jude s'est assis à côté, le pistolet posé sur ses genoux, ses yeux toujours ouverts. Il allait monter la garde. Sloane a compris sans demander. Elle est retournée aux côtés de Weston et s'est assise. Mais elle n'a pas dormi. Aucun d'eux n'a dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, alors que le soleil commençait à se lever et que le brouillard sur le lac commençait à se dissiper, Sloane a enfilé son manteau et est sortie. Elle devait s'occuper de la chèvre, ramasser plus de bois de chauffage, respirer de l'air frais après une nuit tendue par la peur. Mais elle n'avait fait que quelques pas quand elle s'est arrêtée. Sur la neige blanche immaculée, à environ 15 pieds de la porte de la cabane, il y avait des empreintes de pas, des empreintes d'hommes, grandes. Pas celles de Jude, car il n'était pas sorti pendant la nuit, sauf pour cette brève vérification autour du porche. Ces traces venaient de la direction des bois, avaient fait le tour de la cabane et s'étaient arrêtées près de la fenêtre du salon, d'où quelqu'un pouvait regarder à l'intérieur. Puis elles avaient fait demi-tour et avaient disparu dans les arbres. Quelqu'un était venu ici la nuit dernière. Quelqu'un s'était tenu devant la fenêtre et avait regardé à l'intérieur. L'avait regardé Jude, avait regardé Weston. Quelqu'un les avait observés. Sloane est restée là, fixant les empreintes de pas, alors qu'elle commençait lentement à s'adoucir sous la nouvelle neige qui avait recommencé à tomber. Elle n'est pas rentrée pour appeler Jude. Elle n'était pas encore prête à le lui dire. Elle avait besoin de réfléchir. Elle y avait besoin de comprendre ce que cela signifiait. Mais au fond d'elle, elle le savait déjà. Le monde extérieur les avait trouvés. Ils n'avaient simplement pas encore frappé à la porte. Le matin du 9e jour, pour la première fois en près de 2 semaines, le téléphone de Sloane a vibré. Elle était assise près de la fenêtre, donnant son biberon du matin à Weston, quand elle a senti le vieux téléphone trembler doucement dans la poche de son manteau. Le choc a failli lui faire lâcher le biberon. Pendant tous les jours de la tempête, elle avait même oublié que cette chose existait. Pas de réseau, pas de connexion avec le monde extérieur, seulement la petite cabane des 3 personnes essayant de survivre un jour à la fois. Mais maintenant, avec la tempête passée et la neige qui ne tombait plus, un faible signal était revenu. Elle a regardé l'écran. Le nom qui brillait était Papa. Sloane s'est immobilisée. Son doigt a plané sur le bouton de réponse, hésitant. Elle ne savait pas quoi dire. Elle ne savait pas comment expliquer tout cela. Mais si elle ne répondait pas, il s'inquiéterait encore plus. Il penserait que quelque chose lui était arrivé. Et il avait déjà assez perdu. Elle ne voulait pas lui en faire perdre plus. Elle a appuyé sur répondre et a apporté le téléphone à son oreille. Sloane, la voix de son père est parvenue à travers la ligne, rude d'inquiétude. « Où es-tu? J'ai appelé toute la semaine. Impossible de te joindre. J'ai failli venir te chercher en voiture. »« Je vais bien, papa, » a-t-elle dit, rendant sa voix aussi stable que possible. La tempête était forte. Le courant a été coupé. Le réseau aussi, rien de grave. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil pendant un moment. Sloane sentit sa main trembler légèrement. Et elle détestait ça. Elle détestait mentir à son père. Elle détestait qu'il s'inquiète à cause d'elle. Elle détestait ne pas pouvoir être la fille qu'il méritait. « Tu es sûr ?» a demandé à nouveau son père, sa voix lente et prudente. « Ta voix est différente, comme si tu cachais quelque chose. » Sloane a fermé les yeux une seconde. Son père la connaissait trop bien, même si elle avait gardé ses distances avec lui ces 2 dernières années. Même si elle avait essayé de couper presque tous les liens entre eux pour qu'il ne soit pas entraîné dans sa douleur, il était toujours la personne qui la comprenait le mieux au monde. Après la mort de sa mère d'un cancer quand Sloane avait 15 ans, il l'avait élevée seule.
Il avait fait des doubles gardes à l'atelier de réparation automobile pour payer son école d'infirmière. Il avait pleuré plus fort qu'elle aux funérailles de son fiancé. Et il l'avait appelée une fois par semaine ces 2 dernières années, même si elle décrochait rarement. « Je vais bien, papa », a-t-elle répété, sa voix plus douce maintenant. « Je te le promets, quand la tempête se calmera complètement et que les routes seront ouvertes, je te rappellerai. Je t'aime. »« Je t'aime aussi, Sloan. » a dit son père, sa voix épaisse d'inquiétude. « N'oublie pas de me rappeler. N'oublie pas de manger correctement. Et si quelque chose arrive, n'importe quoi, tu m'appelles tout de suite. Je viendrai. Quoi qu'il arrive, je viendrai. »« Je sais, papa. » Elle a mis fin à l'appel et baissé le téléphone et est restée là un moment sans bouger. Elle tournait le dos à la pièce. Elle ne voulait pas que quelqu'un voie ses yeux à ce moment-là. Elle ne voulait pas que quelqu'un voie la faiblesse qu'elle avait essayé de cacher si longtemps. « Tu pourrais lui dire la vérité. » La voix de Jude est venue de derrière elle, bassée calme. Sloan s'est retourné. Il était assis contre le mur, Weston dans ses bras, ses yeux bleus profonds fixés sur elle sans ciller. Elle ne savait pas depuis combien de temps il était réveillé, ni combien il avait entendu. Mais d'après le regard dans ses yeux, elle savait qu'il en avait assez entendu. « Lui dire quoi ?» a-t-elle demandé, sa voix vive d'amertume. « Que je cache un chef de la mafia et son fils de 8 mois dans ma maison. Comment crois-tu que mon père réagirait? Il appellerait la police. Ou pire, il viendrait ici lui-même et ferait quelque chose d'imprudent. Il a 62 ans. Il n'a pas besoin de plus de problèmes dans sa vie. » Jude est resté silencieux un moment, comme s'il pesait quelque chose dans son esprit. Puis il a parlé, sa voix plus douce qu'auparavant. « Quand ce sera sûr, tu pourras le rappeler. Lui dire tout si tu veux, ou ne rien lui dire du tout. C'est ton choix. » Sloan l'a regardé. Quelque chose dans ses mots l'a fait s'arrêter. Pas les mots eux-mêmes, mais ce qui se cachait derrière. Quand ce sera sûr, il lui promettait quelque chose. Pas à voix haute, mais dans la certitude de sa voix. Il promettait qu'un jour, il y aurait la sécurité, que ce cauchemar prendrait fin, qu'elle pourrait appeler son père sans avoir à mentir. Elle ne croyait pas aux promesses. Elle avait cessé d'y croire il y a 2 ans, quand l'homme qu'elle aimait avait promis qu'il rentrerait pour le dîner et n'était jamais revenu. Mais en regardant dans les yeux de Jude, en regardant la façon dont il tenait Weston dans ses bras, elle voulait y croire. Pour la première fois depuis très longtemps, elle voulait y croire. Weston a choisi ce moment pour pleurer. Son gémissement affamé familier a percé le silence. Ils se sont tous les deux tournés vers le bébé en même temps, comme si c'était le réflexe le plus naturel du monde. Sloan s'est avancé, a pris le biberon de lait de chèvre réchauffé et l'a tendu à Jude. Il l'a pris et a commencé à nourrir son fils. Et elle s'est détournée pour s'occuper d'autre chose. Ils n'ont rien dit de plus. Mais quelque chose avait changé entre eux. Un fil fragile, invisible, mais réel. Cette nuit-là, pour la première fois depuis qu'elle les avait sortis de la voiture en feu, Sloan a dormi sans se réveiller au milieu de la nuit pour vérifier si quelqu'un respirait encore. Peut-être parce qu'elle était trop épuisée. Peut-être parce qu'elle savait que quelqu'un d'autre montait la garde. Le matin du 10e jour, Sloan chauffait de l'eau sur le poêle quand elle a entendu le bruit d'un moteur. C'était lointain, mais indubitable. Il se propageait à travers la neige épaisse et le silence du matin d'hiver. Pas le bruit des camions de bûcherons qui passaient parfois sur la route principale à quelques kilomètres de là. C'était un moteur qui se rapprochait, qui venait vers eux. Avant qu'elle ne puisse réagir, Jude était déjà en mouvement. Il s'est levé d'un bond du coin où il était assis avec Weston et placé le bébé dans les bras de Sloan, puis l'a poussé vers le coin le plus éloigné de la cabane. Sa main s'est refermée sur le pistolet sur la table, a vérifié le chargeur, puis s'est dirigé vers la fenêtre. Chaque mouvement s'est produit en un instant, fluide et précis comme une machine. « Vous ne teniez même pas debout il y a 5 jours. » et dit Sloan, sa voix tendue mais pas paniquée. Elle tenait Weston fermement contre sa poitrine, protégeant le bébé avec son propre corps. Jude n'a pas regardé en arrière. Ses yeux sont restés fixés sur le sentier menant à la cabane. « Je peux tenir debout assez longtemps pour protéger mon fils. » a-t-il répondu, sa voix froide comme de l'acier. Le moteur s'est arrêté. Sloan a entendu une portière de voiture s'ouvrir, puis se fermer. Une personne. Une seule. Des pas sur la neige, lents et prudents. Pas pressé, Jude a levé le pistolet et l'a pointé vers la porte.
Son doigt reposait sur la gâchette, prêt. La pièce est devenue si silencieuse que Sloan pouvait entendre les battements de son propre cœur. On a frappé à la porte, 2 coups brefs. Un coup long, 2 coups brefs. Sloan a vu Jude se raidir, puis, lentement, il a baissé le pistolet. « Ouvrez », a-t-il dit, sa voix toujours tendue, mais plus prête à tirer. Sloan l'a regardé comme s'il avait perdu la tête. Mais elle l'a fait quand même. Elle a couché Weston dans la caisse en bois, s'est approchée de la porte et l'a ouverte. L'homme qui se tenait dehors avait environ 40 ans, grand et solidement bâti, avec des cheveux coupés à la militaire et des yeux aussi vifs que des lames de rasoir. Il portait un manteau de cuir noir, les 2 mains levées près de sa tête, paumes tournées vers l'extérieur pour montrer qu'il ne portait aucune arme. Son visage n'exprimait rien, mais quand il a vu Jude debout derrière Sloan, ses épaules ont semblé s'affaisser d'une fraction avec soulagement. « Chef », a-t-il dit, sa voix basse et rauque, « je vous cherche depuis 10 jours. » Jude s'est avancé et s'est tenu à côté de Sloan dans l'embrasure de la porte. « Emmett ». L'homme a fait un bref signe de tête. « Entrez ». L'homme appelé Emmett a franchi la porte et remis. Océan Machepava, son regard balayant rapidement la cabane, absorbant tout en un seul instant. Quand il a vu Weston dans la caisse en bois, ses yeux se sont arrêtés 1 seconde, puis sont revenus vers Jude. « Le garçon va bien? »« Bien », a répondu Jude sèchement. « Ils vont bien tous les deux. » Emmett a hoché la tête et n'a rien demandé de plus. Puis il a commencé son rapport, sa voix égale, comme s'il lisait un briefing. « J'ai suivi le dernier signal GPS de votre véhicule avant qu'il ne disparaisse. Ça a pris des jours à cause de la tempête et parce que je devais m'assurer que personne ne me suivait. Mauvaise nouvelle de Chicago, chef. Conrad Steele a pris le contrôle de plus de 60% de l'organisation. » Jude est resté parfaitement immobile, son visage se transformant en pierre. Conrad. Le nom a quitté sa bouche comme une malédiction. Il vous a déclaré disparu. Et continué Emmett. Possiblement mort. Il fait pression sur les anciens pour qu'ils le voient comme nouveau chef. Si vous ne revenez pas d'ici 1 semaine, le conseil se réunira et lui remettra officiellement le contrôle. Le silence s'est étiré dans la petite pièce. Sloan se tenait dans le coin, Weston dans ses bras, regardant les 2 hommes. Elle avait l'impression de regarder un film sans connaître le scénario, mais elle comprenait assez pour savoir que la situation était mauvaise. Finalement, Jude a parlé, sa voix calme au point d'être froide. Alors, Conrad était derrière l'embuscade. « Je le crois », a dit Emmett, « mais je n'ai pas sur de preuves. Il a bien couvert ses traces. » Jude a hoché la tête, ses yeux s'assombrissant. Puis il s'est tourné pour regarder Sloan, comme s'il venait de se souvenir qu'elle était toujours là. Emmett a suivi le regard de Jude et, pour la première fois, a regardé directement Sloan. Ses yeux vifs l'ont parcouru de la tête aux pieds, mesurant, évaluant, analysant. « Qui est-elle » a-t-il demandé à Jude. « Pas elle. » Jude n'a pas hésité. « La femme qui a sauvé ma vie et celle de mon fils. » Sa voix était ferme, ne laissant aucune place à d'autres questions. Emmett a regardé Sloan 1 seconde de plus, puis a hoché la tête. Il n'a pas demandé son nom, n'a pas demandé ce qu'elle faisait dans la vie, n'a pas demandé pourquoi elle était là. Si Jude disait qu'elle comptait, alors elle les comptait. C'était suffisant. Sloan se tenait là, le bébé dans les bras, regardant les 2 hommes parler de guerre et de pouvoir. Elle pouvait sentir le monde extérieur s'immiscer dans sa petite cabane, l'entraînant dans une spirale dont elle n'avait jamais voulu faire partie. Il y a 10 jours, elle n'était qu'une femme vivant seule, gardant ses distances avec tout et tout le monde. Maintenant, elle se tenait au milieu d'une guerre souterraine qu'elle ne comprenait pas du tout. Les jours tranquilles dans la cabane étaient terminés, et Sloan savait qu'elle devrait choisir, entrer dans leur monde ou s'en aller et ne jamais se retourner. Emmett s'est assis dans la vieille chaise en bois, ses yeux vifs fixés sur Jude. « Il y a quelque chose de plus grave que la prise de contrôle de Conrad, chef. » Jude se tenait le dos contre le mur, les bras croisés sur la poitrine. La blessure à son abdomen le faisait toujours souffrir, bien qu'il n'en montre aucun signe. « Dis-le. » L'embuscade de cette nuit-là n'était pas aléatoire, a dit Emmett lentement, chaque mot lourd comme de la pierre. Il y avait une taupe. Quelqu'un dans vos rangs a donné l'information. L'itinéraire, l'heure, l'endroit, tout. L'air à l'intérieur de la petite pièce est devenu épais et lourd. Sloan se tenait dans le coin avec Weston dans ses bras,
écoutant sans parler. Elle avait l'impression de se tenir derrière une porte vitrée, regardant un monde complètement séparé du sien. Jude a serré la mâchoire, chaque muscle de son visage se tendant. Qui? Sa voix était basse et dangereuse. Qui m'a trahi? Emmett a secoué la tête. Je ne sais pas, seules 5 personnes connaissaient l'itinéraire cette nuit-là. Après un raclement de gorge, moi, vous, le chauffeur, et il est mort dans l'embuscade, Conrad, et Vance, son assistant. J'ai cherché pendant 10 jours, mais je n'ai pas trouvé de preuves claires. Jude a frappé le mur du poing, le coup résonnant dans la petite pièce. Weston a sursauté et a commencé à pleurer. Sloan l'a soulevé plus haut et l'a calmé, ses yeux ne quittant jamais l'échange. « Conrad !» a grogné Jude. « Il veut ma place depuis longtemps. Il était le bras droit de mon père. Il pense qu'il méritait d'hériter du siège plus que moi. »« Je le pense aussi, » a dit Emmett. « Mais le penser et le prouver sont 2 choses différentes. Nous avons besoin de preuves, chef. Sans elles, le Conseil des Anciens n'écoutera pas. » Sloan est resté immobile, écoutant. Weston avait cessé de pleurer maintenant, couché tranquillement dans ses bras, ses yeux bleus tournés vers son visage. Dans son esprit, un souvenir a commencé à surgir, flou au début, puis de plus en plus net. 3 jours avant la tempête. Elle réparait le toit de la remise de la chèvre quand une voiture s'est arrêtée au bord de la route. Un homme est sorti, environ 50 ans, cheveux poivre et sel, portant un manteau de laine coûteux. Il a souri d'une manière amicale et lui a posé des questions sur les routes autour du lac. Elle se souvenait de sa voix, douce et polie. Rien de suspect. Il a posé des questions sur la route menant vers le bord du lac, sur les raccourcis à travers les bois, sur les tronçons faciles et ceux qui étaient dangereux. Elle avait répondu parce qu'elle n'avait aucune raison de ne pas le faire. Il n'était qu'un étranger demandant son chemin, rien d'inhabituel. Mais maintenant, en y repensant, elle se souvenait de la façon dont il avait jeté un coup d'œil vers le talus où la voiture de Jude était tombée quelques jours plus tard. Elle se souvenait de la façon dont il avait hoché la tête quand elle avait indiqué ce tronçon de route. Elle se souvenait de ses chaussures en cuir noir poli, des chaussures trop belles, trop chères pour un homme qui ne demandait que son chemin. Et elle se souvenait des empreintes de pas dans la neige du matin précédent, de grandes chaussures d'homme, des traces faisant le tour de la cabane, de la même taille, du même style. « Attendez », a-t-elle dit, sa voix coupant la conversation entre les 2 hommes. Jude et Emmett se sont tous 2 tournés pour la regarder. Sloan s'est avancé, ses yeux fixés directement sur Emmett. « L'homme que vous venez de mentionner, Vance, à quoi ressemble-t-il » Emmett a froncé les sourcils, mais il a répondu. « Environ 50 ans, cheveux poivre et sel, taille moyenne, voix douce et polie, toujours habillé avec des vêtements chers, aime porter une Rolex en or. » Sloan sentit le sang dans son corps se glacer. « Il est venu ici. » A-t-elle dit, sa voix tremblant légèrement malgré ses efforts pour la maintenir stable. 3 jours avant la tempête, il est venu ici et m'a posé des questions sur les routes autour du lac, mais en particulier la route menant vers le talus, la route où la voiture de Jude est tombée. Un silence de mort a rempli la pièce. Jude et Emmett ont échangé un regard. Dans leurs 2 yeux, il y avait la reconnaissance, la compréhension. « Vous souvenez-vous d'autre chose ?» a demandé Jude, sa voix tendue comme un fil. Sloan a fermé les yeux, se forçant à se souvenir de chaque détail. Il conduisait une berline noire, sans plaque d'immatriculation à l'avant. Je n'ai pas remarqué la plaque arrière. Il a posé beaucoup de questions sur le terrain, comme s'il essayait de trouver un endroit très spécifique, et il m'a regardé très attentivement avant de partir, comme s'il mémorisait mon visage. Elle a ouvert les yeux et a regardé Jude. Et avant-hier matin, après la nuit où nous avons entendu le bruit dehors, j'ai vu des empreintes de pas dans la neige autour de la cabane, des empreintes d'hommes de grande taille. Quelqu'un est venu cette nuit-là et nous a observés. Jude est resté parfaitement immobile, son visage vidé de sa couleur. Emmett a laissé échapper une malédiction à voix basse. « Vance sait que vous êtes ici. » Et dit Emmett, sa voix grave. « Il sait que quelqu'un a sauvé le chef, et il sait à quoi vous ressemblez. » Jude s'est avancé jusqu'à se tenir devant Sloan. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, elle a vu de la peur dans ses yeux. Pas de la peur pour lui-même, de la peur pour elle. Si Conrad sait qu'il y a un témoin qui peut prouver qu'il était derrière l'embuscade, vous serez la prochaine cible. A-t-il dit
sa voix basse et tendue. Vous n'êtes plus en sécurité. Sloane l'a regardé, puis Emmett, puis Weston dans ses bras. Elle a pensé à la vie tranquille qu'elle s'était construite au cours des 2 dernières années. La petite cabane, la chèvre dans la remise, les longues journées de solitude qui avaient au moins été sûres. Tout cela était parti maintenant. Elle n'était plus une étrangère. Elle était devenue une partie de cette histoire au moment où elle avait sorti Jude de la voiture en feu. Et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Cette nuit-là, après qu'Emmett soit sorti pour vérifier la sécurité autour de la propriété, Jude a appelé Sloane. Il se tenait près de la fenêtre, le dos tourné vers elle, regardant le lac gelé au loin. Weston dormait profondément dans la caisse en bois, ses joues rondes légèrement roses à la lueur du feu. « Je retourne à Chicago », a dit Jude, sa voix égale et froide, comme s'il commentait la météo. Pour affronter Conrad, pour en finir. Sloane est restée immobile, attendant. Elle savait qu'il y avait plus. Emmett vous emmènera, vous et Weston, en lieu sûr, et continuez Jude, sans se retourner. Une planque dans le Wisconsin. Personne ne la connaît, sauf Emmett et moi. Vous y resterez jusqu'à ce que ce soit terminé. Ce n'était pas une question, c'était un ordre. Sloane l'a reconnu instantanément à son ton. La voix d'un homme habitué à donner des ordres et à être obéi. La voix d'un chef de la mafia. Non, a-t-elle dit calmement. Jude s'est retourné. Ses yeux bleus profonds se sont posés sur elle avec surprise. Clairement, il n'était pas habitué à ce qu'on lui refuse quelque chose. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» « J'ai dit non, et répété Sloane lentement et clairement, chaque mot délibéré. « Je ne vais nulle part. » Jude s'est approché d'elle et s'est arrêté devant elle, son regard féroce. « Vous ne comprenez pas la situation. Conrad sait que vous existez. Il sait que vous êtes un témoin qui pourrait le faire tomber. Vous croyez qu'il va vous laisser tranquille? Je comprends plus que vous ne le pensez. » Sloane n'a pas reculé. Elle laisse rester là, face à lui, le menton levé, même s'il était presque une tête plus grand qu'elle. « Mais je ne fuis pas. Vous n'avez rien à faire là-dedans, a grogné Jude. Je suis entré là-dedans au moment où je vous ai sorti de cette voiture en feu. A rétorqué Sloane, sa voix aussi dure que l'acier. J'y suis entré quand j'ai recousu vos blessures à 3 heures du matin. J'y suis entré quand je suis sorti dans un blizzard pour traire une chèvre pour votre fils. J'y suis déjà, Jude. Vous ne pouvez pas me mettre dehors juste parce que vous le voulez. » Les mains de Jude se sont crispées en poing, sa mâchoire se tendant. « Ce n'est pas un jeu. C'est une question de vie ou de mort. Je ne veux pas que vous mouriez à cause de moi. » Sloane a ri, un son amer sans aucune trace d'humour. « Vous croyez que j'ai peur de mourir ?» a-t-elle demandé, sa voix baissant, tremblant légèrement, non pas de peur mais de fureur. « J'ai déjà perdu un homme à cause de votre monde. Je l'ai vu allongé sur une table d'opération et je n'ai rien pu faire. Je l'ai enterré et j'ai fui jusqu'ici pour ne pas avoir à me souvenir. Vous croyez que je vais rester là à regarder ça se reproduire? » Jude est devenu complètement immobile, ses yeux s'écarquillant. Emmett venait de rentrer par la porte et s'est arrêté quand il a senti la tension tendue entre eux. Il est resté là, ne sachant pas s'il devait avancer ou reculer. « Vous ne pouvez pas me sauver si Conrad veut ma mort, » a dit Jude, sa voix baissant jusqu'à n'être qu'un murmure. « Vous n'appartenez pas à ce monde. »« Peut-être pas, » a répondu Sloane, « mais je ne suis pas non plus du genre à fuir. » Weston a choisi ce moment pour pleurer. Le son a coupé la confrontation, remplissant la petite pièce comme une cloche. Sloane s'est retourné, a traversé la pièce jusqu'à la caisse en bois et a pris le bébé dans ses bras. Il a cessé de pleurer presque immédiatement dès qu'il s'est installé contre elle. Ses yeux bleus se sont tournés vers son visage avec une confiance absolue. Elle s'est retournée et a de nouveau fait face à Jude, Weston dans ses bras. « Ce bébé m'appelle maman », a-t-elle dit, sa voix n'étant plus en colère maintenant, seulement certaine. « Vous l'avez entendu m'appeler comme ça? Vous avez vu comment il me regarde? Vous croyez vraiment que je vais l'abandonner? » Jude est resté là, incapable de parler. Ses yeux bleus profonds qui étaient toujours si froids et contrôlés, brillaient maintenant. Il n'a pas pleuré, mais elle a vu l'humidité là, retenue mais réelle. Emmett se tenait près de la porte, silencieux, observant. Il n'a pas interrompu, il n'a pas donné son avis.
C'était entre Jude et Sloane et il était assez intelligent pour le savoir. Le silence s'était tiré dans la petite pièce. Seul le crépitement du feu dans le poêle et la respiration régulière de Weston dans les bras de Sloane remplissaient l'espace entre eux. Finalement, Jude a soupiré. Il n'a rien dit, n'acceptant ni ne refusant. Il s'est simplement détourné et est sorti de la pièce, disparaissant dans l'obscurité extérieure. Sloane l'a regardé partir, serrant Weston plus fort contre sa poitrine. Elle ne savait pas exactement pourquoi elle se battait, pour le bébé dans ses bras, pour Jude, ou pour elle-même. Peut-être pour les trois, peut-être pour aucun d'eux, mais elle savait d'une chose, elle n'allait pas fuir. Pas cette fois. 3 jours après la dispute dans la cabane, ils sont arrivés à Chicago. Jude avait passé ce temps à contacter les anciens qui lui étaient restés fidèles, les hommes qui avaient servi son père et honoraient encore leur serment à la famille Ashford. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils étaient suffisants. 4 hommes. 4 des 12 membres du conseil croyaient encore en Jude, doutaient encore de Conrad. C'était tout ce qu'il avait. Le lieu de rendez-vous était un vieil entrepôt à la périphérie de Chicago, caché au fond d'un quartier industriel abandonné. Le père de Jude l'avait autrefois utilisé pour ses réunions les plus secrètes, les décisions que personne au-delà du conseil ne devait jamais connaître. Maintenant, ce serait l'endroit où le sort de son fils serait décidé. Sloane était assise dans une voiture garée à une 50aine de mètres de l'entrepôt, Weston endormi sur ses genoux, Emmett au volant. Et elle tenait le téléphone dans sa main, l'écran allumé. L'appel était déjà connecté au téléphone de Jude. Elle pouvait tout entendre de ce qui se passait à l'intérieur. Elle parlerait le moment venu. Elle était la carte cachée, le témoin dont Conrad ignorait même l'existence. À l'intérieur de l'entrepôt, l'air était si épais qu'on aurait pu le couper. 12 chaises avaient été disposées en demi-cercle, une pour chaque ancien. 7 d'entre elles avaient déjà été achetées ou menacées par Conrad. 4 appartenaient aux hommes toujours fidèles à la Jude, et une restait vide, la chaise du chef. Conrad se tenait au milieu de la pièce dans un costume noir parfait, sans un seul pli, un sourire suffisant sur les lèvres. Il attendait ce moment depuis des années, attendant de se tenir à cet endroit, regardant les hommes qu'il avait autrefois méprisés. Estimé ancien, a-t-il commencé, sa voix mielleuse comme de l'huile. Nous nous réunissons ici aujourd'hui pour résoudre une affaire malheureuse. Jude Ashford est porté disparu depuis plus de 2 semaines. Aucune trace, aucun contact. Nous devons faire face à la possibilité qu'il ne soit plus parmi nous, et la famille a besoin d'un nouveau chef. Il a fait une pause, laissant les mots s'imprégner dans l'air. Je me propose humblement pour ce poste. J'ai servi la famille pendant 30 ans. J'étais le bras droit du précédent chef. Je connais chaque recoin de cette organisation. Je suis celui qui le mérite. Quelques anciens ont hoché la tête. Les autres sont restés assis en silence, leur visage illisible. Votez, ait suggéré l'un des hommes de Conrad. Votons maintenant et finissons-en. Conrad a souri et commençait juste à lever la main en signe d'accord quand une voix a traversé la pièce. Pas encore. Toutes les têtes se sont tournées vers le coin le plus sombre, et de cette obscurité, Jude s'est avancé. Il avait l'air différent de la dernière fois qu'il l'avait vu, plus mince, plus pâle. Une nouvelle cicatrice lui barrait le front, mais ses yeux étaient toujours aussi vifs que des couteaux. Et quand il a regardé Conrad, ce seul regard a suffi à glacer la pièce. Conrad a pâli seulement une seconde. Une brève seconde où il a perdu le contrôle avant de se ressaisir. Mais Jude l'a vu, et tout le monde dans la pièce l'a vu aussi. Jude. Conrad a souri, mais cela ne pouvait cacher la tension dans sa voix. « Tu es en vie. Quelle merveilleuse nouvelle. Nous nous sommes inquiétés pour toi. »« Oui, » a répondu Jude, sa voix froide comme la glace. « Je suis sûr que vous étiez très inquiet. » Il a marché jusqu'au centre de la pièce et s'est arrêté juste en face de Conrad, à quelques pas seulement l'un de l'autre. Assez inquiet pour envoyer des hommes tendre une embuscade à ma voiture sur la route du Wisconsin. Assez inquiet pour essayer de me tuer, moi et mon fils. Conrad a ri, mais le son est sorti faible et forcé. « De quoi parles-tu? Tu t'es cogné la tête trop fort? Je ne sais rien d'une quelconque embuscade. Si quelqu'un a fait une telle chose, ce n'est certainement pas moi. »« Pas toi, » a dit Jude avec un lent hochement de tête. « Non, pas directement. C'était Vince, ta petite ombre obéissante. Il est venu à l'endroit où je devais passer 3 jours avant l'embuscade.
Il a repéré le terrain. Il a trouvé le tronçon de route parfait pour ça. Vance a agi seul et rétorqué Conrad trop vite, beaucoup trop vite. Je ne contrôle pas tous ses mouvements. S'il a fait quelque chose de stupide, c'était de sa faute, pas de la mienne. Jude l'a regardé sans la moindre lueur dans les yeux. Ah oui? Alors comment expliques-tu que Vance soit retourné à ce même endroit après l'embuscade, revenu pour regarder, pour s'assurer que j'étais mort? Conrad est resté silencieux. Pour la première fois, il n'avait pas de réponse. J'ai un témoin, a dit Jude, puis il a sorti son téléphone de sa poche, l'a posé sur la table au milieu de la pièce et a mis le haut-parleur. Sloan, a-t-il appelé? Dans la voiture? Sloan a pris une profonde inspiration. C'était le moment qui déciderait de tout. Elle a regardé Weston endormi sur ses genoux, puis Emmett qui l'observait dans le rétroviseur, et elle a commencé à parler. 3 jours avant la tempête, un homme est venu chez moi pour demander son chemin. Sa voix a traversé le haut-parleur, claire et stable. Environ 50 ans, cheveux poivre et sel, manteau de laine coûteux, voix douce et polie, portant une Rolex en or. Il m'a posé des questions très détaillées sur les routes autour du lac Michigan, en particulier le tronçon menant vers le ravin. Le même tronçon où la voiture de M. Ashford est tombée 3 jours plus tard. Quelques-uns des anciens ont commencé à murmurer entre eux. Conrad se tenait figé, son visage vidé de sa couleur. Après l'embuscade, ce même homme est revenu, a continué Sloan. J'ai vu ses empreintes de pas dans la neige autour de ma maison. Il est venu la nuit et a observé la maison où je m'occupais de M. Ashford et de son fils. Il observait. Il attendait. Conrad a explosé. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-il rugi, son visage devenant rouge foncé, toute trace de politesse disparue. Un témoin anonyme? Une voix au téléphone? Et vous êtes tous censés croire ça? C'est un coup monté. Jude invente tout ça pour me détruire. Le silence a envahi la pièce. Puis l'un des anciens s'est levé lentement. C'était le plus âgé d'entre eux. Ses cheveux d'un blanc pur, son dos courbé par l'âge, mais ses yeux toujours brillants et vifs comme des rasoirs. Il avait été conseiller du père de Jude, avait vu l'ascension et la chute de nombreux hommes dans ce monde. Je te soupçonne depuis longtemps, Conrad, a-t-il dit, sa voix rauque par l'âge mais pleine d'autorité. Ta cupidité est trop grande, ton ambition est trop imprudente, et maintenant, j'ai des raisons de croire ce que je soupçonne depuis longtemps. Il s'est tourné vers les autres anciens. Votez, non pas pour choisir un nouveau chef, pour condamner un traître. Une par une, les mains se sont levées. 4, 5, 6, 7, 8. Une majorité. Conrad est resté là, regardant les hommes qui l'avaient autrefois soutenu lui tourner le dos. Son visage était devenu gris. Ses poings se sont serrés, mais il n'avait plus rien à dire. Aucun coup de feu n'a retenti. Aucun sang n'a été versé. Mais dans cette pièce, Conrad Steele est mort tout de même, en termes de pouvoir. Après que le conseil ait voté, la pièce a sombré dans un silence lourd et étouffant. 2 hommes du côté loyaliste se sont avancés et ont pris place de chaque côté de Conrad, attendant l'ordre. Selon la loi de la famille, trahir le chef était puni de mort. Il n'y avait aucune exception, aucune pitié. C'était une règle qui existait depuis l'époque du grand-père de Jude, et elle n'avait jamais été enfreinte. Conrad a regardé autour de lui, cherchant du soutien auprès des hommes qui l'avaient autrefois soutenu, mais personne n'a croisé son regard. Ils se sont détournés, fixant le sol, la porte, n'importe quoi sauf lui. Il avait perdu. Et dans ce monde, l'homme qui perd n'a pas d'amis. Conrad est tombé à genoux, non pas parce qu'il le voulait, mais parce que ses jambes ne pouvaient plus le porter. Toute sa confiance, toute son arrogance avaient disparu, remplacée par la terreur nue d'un homme qui savait qu'il allait mourir. Jude, a-t-il appelé, sa voix tremblante, ne ressemblant en rien à la voix douce qu'il avait utilisée quelques minutes auparavant. Nous avons grandi ensemble. Ton père m'a traité comme un fils. Je t'ai tenu dans mes bras quand tu étais bébé. Tu ne peux pas faire ça. Jude se tenait là, regardant l'homme agenouillé devant lui. Son visage était illisible, ses yeux bleus profonds, froids comme la glace. « Mon père te faisait confiance, a-t-il dit, chaque mot tombant comme une pierre.
Mon père t'a traité comme un frère, et tu as utilisé cette confiance pour planifier le meurtre de son fils, le meurtre de son petit-fils, un bébé de 8 mois, Conrad. Tu allais tuer un bébé de 8 mois. Conrad ne pouvait pas répondre. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée, mais aucun mot n'est sorti. Jude s'est tourné vers les deux hommes qui attendaient. Emmenez-le. Le conseil s'occupera de lui selon la loi de la famille. Je n'ai pas besoin de le faire de mes propres mains. Conrad a été traîné sur ses pieds. Il a essayé de se débattre, a essayé de crier quelque chose, mais personne n'a écouté. La porte arrière s'est ouverte et il a été emmené dans l'obscurité au-delà. Personne n'a demandé où il